Bonjour à tous, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter les résultats et l'expérience du Cénopole dans la radiothérapie péropératoire et on aura déjà une petite pensée pour Dr Bourstine qui ne peut pas venir aujourd'hui et qui m'a confié les photos que je vais vous présenter et qui est une des chirurgiennes qui a opéré un grand nombre de patientes dont je vais vous présenter les résultats aujourd'hui. Donc, pourquoi proposer une radiothérapie péropératoire à nos patientes? Déjà parce qu'on sait que la plupart des rechutes locales vont survenir dans la zone de la tumeur initiale, donc c'est un rationnel de ce point de vue-là, et aussi parce que la radiothérapie, quand on la propose avec un fractionnement standard, ça mobilise les patientes sur plusieurs semaines, et donc on a envie d'améliorer leur qualité de vie et de délivrer un traitement plus court. C'est peut-être moins le cas en France, mais dans certains pays, il y a aussi des patientes qui n'ont pas accès à la radiothérapie adjuvante parce qu'elles sont très loin des centres de radiothérapie. On a également un rationnel biologique pour proposer cette radiothérapie péropératoire, puisque donc on va faire l'irradiation directement après la chirurgie. Donc, on va avoir un délai extrêmement court, donc probablement moins de réoxygénation au niveau des cellules tumorales, moins de repopulation tumorale, donc possiblement un effet plus important de notre irradiation. On va avoir également pas le temps finalement entre la chirurgie et la radiothérapie d'avoir une activation des facteurs de prolifération, donc possiblement encore un meilleur effet de l'irradiation. Et puis techniquement, pour nous, c'est sûr que si on fait la radiothérapie pendant l'opération, on sait exactement qu'on est dans la zone opératoire et on va avoir avec cette technique une très bonne protection des organes à risque. Donc, on a aujourd'hui deux techniques d'irradiation péropératoire. Donc, la première technique est une technique basée sur l'utilisation de photons de basse énergie qui se fait avec un appareil qui s'appelle l'Intrabim. Donc, c'est l'appareil qui est disponible à l'hôpital Saint-Louis. Je vous montrerai les résultats de l'étude Target A, qui est l'étude qui s'est intéressée à cette technique particulière. Et puis, l'autre technique disponible, c'est une technique qui utilise des électrons et qui est une technique qui est essentiellement développée par les Italiens avec l'équipe de Veronesi à Milan. Donc, la radiothérapie péropératoire, c'est donc une irradiation partielle, puisque donc, le principe, ça va être d'irradier que la zone de la tumorectomie, et c'est également une irradiation accélérée, puisque donc, la radiothérapie va avoir lieu sur une seule séance. Donc, comment ça se déroule en pratique? La patiente va être opérée, va avoir son geste de tumorectomie en général associé à la procédure du ganglion sentinelle. Il va y avoir ou pas une analyse extemporanée de ce ganglion sentinelle et on va mettre en place l'applicateur de radiothérapie directement dans la cavité de tumorectomie. Et pour ce qui est de la radiothérapie péropératoire avec l'Intrabim, comment on le fait à Saint-Louis, on va délivrer une dose d'irradiation qui va être de 20 Gray en une séance. Donc voici donc les photos du docteur Bourstine. Donc ça, c'est le premier temps opératoire avec l'exérèse du ganglion sentinelle qui va donc partir en extemporanée. Le deuxième temps, donc, qui va être le temps au niveau mammaire avec la réalisation de la tumorectomie. Donc, tous ces temps sont exactement identiques à une chirurgie sans radiothérapie péropératoire. Et puis, là, le chirurgien va définir l'applicateur qui va être le mieux adapté pour la patiente, puisque suivant la taille tumorale et l'anatomie et la situation dans le cadran de la patiente, on va pouvoir vraiment adapter l'applicateur à la zone de tumorectomie. On a différentes tailles d'applicateurs, donc le chirurgien va pouvoir tester l'applicateur qui lui semble le plus adéquat pour bien s'adapter dans la cavité de tumorectomie. Ensuite, le chirurgien, voyez ici, va réaliser une bourse pour pouvoir ensuite bien fixer l'applicateur dans la cavité de radiothérapie pour que cet applicateur ne bouge pas pendant le temps de l'irradiation. Ensuite, donc on a pendant ce temps-là, avec un peu de chance, le résultat de l'analyse extemporanée du ganglion sentinelle.
Et si tout va bien, donc on va poursuivre avec la radiothérapie péropératoire. Donc là, vous voyez toujours l'applicateur sphérique qui va aller se mettre dans la zone de tumorectomie. Et là, vous voyez que l'applicateur a été relié à l'appareil de radiothérapie, donc qui est protégé par une bâche stérile, hein, puisque l'appareil donc va être directement positionné dans la salle opératoire. Donc, au final, quand l'installation est terminée, voilà comment ça se présente. Vous avez toujours votre applicateur, la machine de radiothérapie, et le chirurgien va mettre en place là, des compresses un peu humides pour protéger la peau et éviter une trop grande irradiation cutanée lors du traitement. Et voilà donc l'installation finale, une vue avec l'appareil de radiothérapie et l'applicateur directement dans la zone de tumorectomie. Ensuite, lorsque le traitement de radiothérapie va débuter, tout le monde va sortir de la salle et on va avoir un monitoring par l'anesthésiste en dehors de la salle d'irradiation et le physicien médical va lancer la radiothérapie. Et donc, suivant l'applicateur choisi, on va avoir un temps d'irradiation plus ou moins long, globalement de 20 à 45 minutes d'irradiation. Donc, ça nécessite effectivement une organisation un petit peu particulière, puisqu'il a fallu bien évidemment respecter les normes de radioprotection, donc avec une salle de bloc dédiée pour cette irradiation, installer un monitoring, comme je vous ai montré, à distance pour l'anesthésiste, pour qu'il puisse surveiller que tout se passe bien. Et puis, donc, ça allonge un petit peu le temps de traitement pour les patientes et pour le chirurgien, puisqu'il faut à la fois le temps de mettre en place l'appareil de radiothérapie et le temps d'irradiation, hein, qui est en moyenne à peu près 25 minutes, mais qui peut être jusqu'à 45 minutes. Après, pour les patientes, c'est sûr qu'il y a un avantage indéniable. On leur propose le traitement de radiothérapie pendant leur opération, donc c'est un traitement extrêmement rapide. Pour nous, encore une fois, on est sûr d'être au bon endroit, de savoir qu'on est bien dans le lit tumoral. Et si on intègre ça en plus avec une chirurgie ambulatoire, la patiente va avoir tout le traitement de chirurgie de radiothérapie en une journée versus un traitement qui parfois peut s'étaler sur plusieurs mois. Donc, je vous présente aujourd'hui l'expérience de l'hôpital Saint-Louis avec des résultats donc chez les patientes qui ont été traitées entre juillet 2012 et avril 2019. On avait décidé de réserver cette technique d'irradiation à des patientes âgées de plus de 65 ans avec des tumeurs canalaires infiltrantes exprimant les récepteurs hormonaux HER2 négatifs. Elles devaient avoir une tumeur unifocale de moins de 3 cm sans envahissement ganglionnaire clinique ou à l'écho-mammographie. L'IRM n'était pas obligatoire pour les patientes. On avait également décidé de ne pas réaliser la radiothérapie péropératoire si l'analyse du ganglion sentinelle était positive en extemporanée, en décidant que dans ce cas-là, les patientes auraient une radiothérapie standard externe après la chirurgie. Donc, comme je vous l'ai montré, on a prescrit 20 grès à la surface de l'applicateur pendant la chirurgie. Et les patientes étaient ensuite revues après la chirurgie avec l'analyse histologique définitive et on pouvait éventuellement discuter d'un complément de radiothérapie externe si finalement le ganglion sentinelle s'avérait positif à l'examen définitif ou si la résection tumorale était incomplète. Donc, 232 patientes se sont vues proposer cette technique entre 2012 et 2019. Finalement, 34 n'ont pas eu la RIOP, donc 14% des patientes. Pourquoi? Essentiellement parce que le GS a été positif dans 58% des cas. 3 patientes, on a eu un échec du GS, donc elles n'ont pas pu avoir la RIOP. On a eu 4 patientes qui finalement, en péropératoire, on avait un doute sur une lésion bifocale, donc le chirurgien a préféré ne pas faire la radiothérapie péropératoire. Également, des doutes sur la qualité de la résection, donc on n'a pas fait chez 3 patientes cette RIOP, et des problèmes techniques ou anesthésiques dans 4 cas, ce qui fait qu'on a eu 198 patientes qui ont effectivement eu la radiothérapie péropératoire.
Donc, je vous montre ici les caractéristiques des patientes. Vous voyez que l'âge moyen est de 76 ans, donc effectivement des patientes plutôt âgées. On a même 31% des patientes qui ont plus de 80 ans, donc vraiment une population de patientes assez âgées. Quelques patientes, 7, avaient un antécédent de radiothérapie du sein, donc c'est un deuxième traitement conservateur. Comme je vous l'ai dit, l'IRM n'était pas systématique, donc 23% des patientes avaient une IRM seulement, et on a bien respecté a priori la sélection de nos patientes puisqu'on a eu effectivement 90% de carcinome canalaire infiltrant. C'était essentiellement des petites tumeurs T1B, T1C, des grades 1 ou 2, avec quelques rares grades 3. Et la plupart des patientes n'avaient pas de composante canalaire in situ associée, puisqu'on avait seulement 17% d'in situ extensif associé. Le ganglion sentinelle était négatif quand il a pu être réalisé dans 81% des cas, et on a eu quand même quelques ganglions sentinelles avec des macro ou des micrométastases dans 7% des cas. Les marges étaient en général, dans la plupart des cas, négatives. On a eu seulement 5% des patientes qui ont eu finalement des marges positives. C'était, de par la population, essentiellement des patientes avec des récepteurs hormonaux positifs. On n'a eu que 7 patientes avec des récepteurs hormonaux négatifs et des patientes plutôt avec des Ki-67 faibles, inférieurs à 15%. Pour le diamètre de l'applicateur qu'on a utilisé pour la radiothérapie peropératoire, les deux plus fréquemment utilisés étaient des applicateurs de 35 et 40 mm. De façon assez attendue, 83% des patientes ont eu une hormonothérapie adjuvante, puisque c'était essentiellement des patientes avec des tumeurs hormonodépendantes. Quelques patientes ont eu une chimiothérapie adjuvante, 6,6%, et finalement, quand même, 8 patientes ont eu une irradiation adjuvante. Dans 4 cas parce que les marges chirurgicales n'étaient pas saines, et dans 4 autres cas parce que le ganglion sentinelle s'est finalement avéré être positif. Donc, on a complété par une radiothérapie externe. Donc, le suivi dans cette cohorte de 198 patientes est de 40 mois. On a observé une seule rechute locale, donc, qui n'était pas forcément attendue. C'est une rechute qui a survenu à 50 mois de la chirurgie chez une patiente qui pourtant avait 81 ans au moment du traitement, un carcinome canalaire infiltrant de 7 mm, RH+, ganglion sentinelle négatif, marge saine, mais elle a fait une petite lésion, en fait, une petite métastase sous-cutanée qui a pu être réopérée. Donc, le taux de rechute locale estimé à 5 ans est de 2% dans notre série. On a également observé 2 rechutes ganglionnaires. Pendant le suivi, 11 patientes sont décédées. On remarque qu'il n'y a pas eu de décès liés au cancer du sein. Les causes les plus fréquentes de décès sont des deuxièmes cancers ou des problèmes, des pathologies neurologiques, probablement liées à l'âge de nos patientes. Et le taux de survie estimé à 3 et 5 ans est de 94,6% et 93,2%. En termes de toxicité, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème particulier. On peut noter que quelques patientes ont eu un délai de cicatrisation au-delà de 15 jours, 11% des cas. Sinon, à 5 semaines, toutes les patientes avaient totalement cicatrisé sans problème. On a eu quelques rares complications de grade 3 à type d'infection, d'abcès et quelques radiodermites de grade 3, mais seulement 5 patientes au total. En termes de résultats cosmétiques, ça a été évalué en utilisant un score qui prenait en compte la fibrose, la rétraction cutanée en regard de la cicatrice et l'étendue-angiectasie. Et on voit qu'en associant ces 3 critères, les résultats sont bons ou excellents dans 85% des cas. Donc, en conclusion, dans notre série de 198 patientes de Saint-Louis, on voit que cette technique qui associe tumorectomie, ganglion sentinelle et radiothérapie peropératoire permet d'avoir des très bons résultats avec un taux de contrôle local tout à fait correct, avec seulement une seule rechute qu'on a observée avec un suivi médian de 40 mois. Donc, un traitement qui permet une désescalade de la radiothérapie sans a priori altérer le résultat carcinologique pour nos patientes.
Donc, je voulais mettre ça un petit peu en regard, en lumière des données de la littérature. On peut quand même souligner que malheureusement, pour la radiothérapie péropératoire, on a aujourd'hui seulement un seul essai randomisé qui s'est intéressé à cette technique. C'est un essai randomisé de non-infériorité qui a comparé cette radiothérapie péropératoire à une radiothérapie externe classique, qui est l'essai Target A, qui a été publié en 2010-2013. Donc ici, c'est les données de 2013 avec les résultats à 5 ans, qui avaient permis de montrer la non-infériorité de cette radiothérapie péropératoire par rapport à la radiothérapie classique. Cet essai a été tout récemment mis à jour cet été, donc en 2020, avec un suivi un petit peu plus long. Donc maintenant, on a un suivi médian de 8,6 ans. Et les résultats, heureusement, se confirment. On n'a pas de différence. Donc, la radiothérapie péropératoire reste toujours non inférieure à la radiothérapie standard en termes de survie sans rechute, de survie sans mastectomie. Et on a même l'impression, je vous ai mis les courbes de survie globale, que les patientes meurent un petit peu moins dans le bras radiothérapie péropératoire. Alors, est-ce que parce qu'elles n'ont pas de radiothérapie externe, elles font moins de problèmes cardiovasculaires? Voilà, ça c'est une hypothèse. Je mets aussi en lumière nos résultats avec l'expérience française d'autres centres. Vous voyez, ça aussi, c'est une publication toute récente de cette année qui est l'expérience d'autres centres français avec la radiothérapie péropératoire avec la même machine que Saint-Louis. Donc, ici, 676 patients de 2011 à 2015. Leurs critères d'inclusion pour les patientes étaient un peu plus larges que les nôtres, puisque vous voyez qu'ils prenaient des patientes dès l'âge de 55 ans. Ils ont un suivi de 54 mois dans cette série et on peut noter qu'ils avaient beaucoup plus de radiothérapie post-opératoire dans cette publication-là parce qu'ils incluaient les patientes, même si le ganglion sentinelle était positif en extemporané, ils réalisaient les radiations péropératoires. Néanmoins, on a des taux de rechute locale tout à fait identiques, puisque vous voyez, dans cette série, ils ont un taux de rechute locale à 50 de 1,7%, et c'était 2% dans notre série. Donc, a priori, on a des résultats tout à fait comparables. L'autre limite qu'on pourrait soulever, c'est que la radiothérapie péropératoire va être décisée sur les bases de la biopsie mammaire. Donc, on peut peut-être sous-évaluer dans certains cas la tumeur. Néanmoins, je pense que les critères qu'on s'est donnés à Saint-Louis sont assez stricts. Et je vous ai remis ici les critères communément admis pour la sélection des patientes pour une irradiation partielle et notamment une irradiation péropératoire. Vous voyez que la plupart des sociétés savantes admettent qu'on peut proposer cette radiothérapie dès 60, voire même pour certains 45 ans, pour des tumeurs de petite taille sans envahissement ganglionnaire. Donc probablement que nous, déjà en sélectionnant un peu plus de façon stricte nos patientes, on prend moins de risques sur la radiothérapie péropératoire. La dernière chose, c'est que de plus en plus se développe la radiothérapie hypofractionnée, c'est-à-dire où on va faire moins de séances d'irradiation externe en augmentant légèrement la dose par séance. Et on a, pour cette technique d'irradiation hypofractionnée, beaucoup d'essais randomisés, contrairement à la radiothérapie péropératoire. On a beaucoup d'essais randomisés avec maintenant des résultats à plus de 20 ans de suivi et qui montrent que cette radiothérapie hypofractionnée est tout à fait équivalente à la radiothérapie standard, à la fois en termes de contrôle local, de survie ou de résultats cosmétiques. Et on a même eu cette année la publication de l'essai anglais qui s'appelle Fast Forward, qui est un essai de phase 3, où là, ils ont comparé leur standard actuel, qui est 40 Gray en 15 séances sur 3 semaines, à une radiothérapie très hypofractionnée, puisque vous voyez, ils délivraient 26 Gray en 5 séances sur 5 jours. Donc, la patiente avait son traitement de radiothérapie en 1 semaine. Et dans cet essai, ils ont montré avec 50 suivis qu'en termes de contrôle local, de survie et de résultats esthétiques, c'était tout à fait équivalent à une radiothérapie standard. Donc, c'est vrai qu'entre une radiothérapie péropératoire et une radiothérapie adjuvante de 5 jours, peut-être que le bénéfice de la radiothérapie péropératoire va un petit peu se perdre. Néanmoins, on a encore quelques données à attendre de la radiothérapie péropératoire, quelques études en cours ou finies dont on n'a pas les résultats. On a l'essai de phase 2 REIORT. Donc ça, c'était une étude où on incluait des patientes qui avaient déjà eu
une chirurgie mammaire, une radiothérapie. Elles avaient un deuxième traitement conservateur de tumorectomie avec radiothérapie PEROP. L'essai de phase 3 Target B, qui est l'essai en fait Target Boost, où en fait on utilise la radiothérapie péropératoire comme un boost, et une étude de phase 2 qui rejoint un petit peu notre série, puisque c'était Target Elderly, donc une radiothérapie péropératoire chez les patientes de plus de 70 ans. Donc on n'a pas encore les données de ces 3 essais. Donc, en conclusion, c'est sûr que la radiothérapie péropératoire elle a un avantage indéniable pour nos patientes, puisque c'est un traitement qui est facile, rapide. Elles ont tout le traitement en un jour. Probablement qu'on peut, en sélectionnant bien nos patientes, c'est ce qu'on fait à Saint-Louis, avoir ces très bons résultats en termes de contrôle local. Néanmoins, ça nécessite un investissement et un coût logistique qui fait que probablement cette technique va à l'avenir pas forcément énormément se développer dans d'autres centres, puisque il y a le coût de l'achat de l'appareil, de l'organisation du bloc, et voilà, ça nécessite un peu plus de temps opératoire. Et j'en ai fini, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Je te propose éventuellement de répondre tout de suite aux 2 questions que j'ai vues passer en cours de route. Alors, il y en a déjà des nouvelles là. Juste pour signaler une deuxième rechute actuelle pour la patiente de 96 ans. Merci. À 7 ans, ce qui est pas mal, et que je viens d'adresser à Edwige, elle a 103 ans et demi. D'accord. Bon, c'est un commentaire. Hein, je pense qu'on ne peut pas répondre grand-chose. Alors, par contre, les 2 autres questions, c'est est-ce que la présence de ces CIS sur la biopsie est une contre-indication à la réalisation de l'intra-BIM? Alors, en théorie, oui. Normalement, on essaie de sélectionner des patientes qui n'ont pas d'intracanalaire. Et pour les marges non saines, oui, effectivement, le fait d'avoir eu la RIOP ne gêne pas le chirurgien pour faire une reprise chirurgicale s'il estime qu'elle est possible. Ouais. Tu as conclu en disant que c'était un peu lourd au niveau organisation, mais moi je suis quand même un peu surprise par toutes ces mesures de protection là dans le bloc, alors que finalement la limite de la radiothérapie PEROP, c'est que ça irradie pas tout le sein, quoi. Donc si ça va pas à l'autre bout du sein, comment ça peut irradier le petit bonhomme qui passe dans le bloc? Il y a quand même des murs plombés, mais c'est effectivement la décroissance de la dose elle est extrêmement rapide, puisqu'on estime qu'à 1 centimètre, il n'y a même plus que de l'ordre de 5 grés, donc ce qui est pas grand chose, mais bon quand même. Ouais. La généralisation, oui. Ouais. Bah après, je pense que c'est aussi un problème d'organisation. Il faut qu'il y ait un physicien, il faut que le physicien médical soit là pour faire le calibrage de la machine, qu'il soit au bloc pendant tout le temps d'irradiation. C'est le temps humain, quoi. Dernière question. Pour la patiente qui avait eu de macrométastase, qu'est-ce que tu as fait? Alors, quand les patientes ont une macrométastase, normalement, on complète par une radiothérapie externe du sein et des arcs ganglionnaires.